Donc, on va enchaîner avec notre table ronde qui porte sur le thème Vision des grandes institutions sur la cybersécurité et l'IA dans la santé. Avec ma collègue que j'ai introduit tout à l'heure, mais elle va introduire après sa fonction, etc. Marie Kratz, on va animer cette table ronde. Et nous sommes heureux d'avoir tous nos invités de cette première table ronde. Et on va commencer par la première question, et je m'adresse à monsieur Jean-François Benon, directeur général du CEVO, Comité d'expansion économique de Val d'Oise, pour une première question autour des collaborations entre les institutions locales et les entreprises technologiques. Sont-elles efficaces aujourd'hui pour répondre aux cybermenaces et cyberattaques qui ne cessent de s'intensifier? Et est-ce que les institutions de santé ont les moyens plutôt matériels de se protéger et en engageant des entreprises de cybersécurité? Merci d'avoir pris la peine de nous inviter. On est ravis évidemment en tant que locaux de l'Étape un petit peu, puisque je représente ici l'agence de développement économique de ce département, le Val d'Oise, qui est un département dynamique sur le plan économique, technologique, académique, et on est ici dans une des plus belles écoles d'ingénieurs françaises sur ces questions de sciences du traitement de l'information. Donc merci encore une fois de nous donner la parole à ce sujet. Le territoire que l'on représente ici est un territoire qui ressemble finalement à d'autres parties de la région Île-de-France. Il y a à la fois une concentration d'entreprises dynamiques sur le plan technologique, il y a beaucoup d'institutions de santé, et donc la thématique que vous avez proposée, elle est totalement cohérente. Depuis ce matin, on a bien vu combien le monde de la santé est soumis à la fois à toute la dynamique que représente l'arrivée de l'intelligence artificielle, et on a vu combien ça pouvait être effectivement des perspectives positives. Et puis on a vu aussi depuis ce matin combien les questions de protection des données personnelles et des attaques autour de la cybersécurité pouvaient être aussi un enjeu. Le territoire du Val d'Oise, il est exactement confronté à ces problématiques, évidemment. Certains de nos établissements hospitaliers, comme d'autres et beaucoup d'autres, on l'a vu avec l'ancienne ministre tout à l'heure, ont été attaqués. Le centre hospitalier d'Argenteuil, il n'y a pas si longtemps que ça, et on a aujourd'hui évidemment ce risque permanent d'atteinte aux données personnelles, et Dieu sait que dans le domaine de la santé, c'est quand même des sujets sensibles. Alors qu'est-ce qui se passe d'original peut-être un peu dans le territoire, dans ce domaine de la cybersécurité et de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? D'abord, on est un territoire dans lequel on a un écosystème assez original autour d'un certain nombre d'entreprises qui sont positionnées dans ces sujets. Je pense notamment au domaine où le Val d'Oise est assez bien identifié, c'est celui des matériels médicaux. On a dans le Val d'Oise des entreprises qui sont un peu leaders dans le domaine des matériaux médicaux, et notamment des matériaux médicaux connectés. On l'a vu tout à l'heure, puisque la connexion de ces systèmes monte. Je cite quelques entreprises. On a installé dans le Val d'Oise il y a quelques mois et on était avec eux au Japon la semaine dernière, une entreprise qui s'appelle Nisha Medical Technology, qui est à Cergy-Pontoise, qui fait des matériels médicaux et qui a intégré notamment ses capacités de connexion. On a une entreprise, une grosse ETI leader dans son domaine qui s'appelle Vigon, qui est très connue dans le domaine hospitalier et qui a son siège et son usine ici dans le Val d'Oise à Écouen. On a la société Balt Extrusion qui est précisément dans les questions des micro-cathéters pour la partie liée au cerveau. On a des entreprises comme Safe Orthopedics. On a également un gros laboratoire, très gros laboratoire, qui manipule de la donnée en permanence tous les jours dans des quantités phénoménales, qui est le laboratoire Cerba, qui vient de s'installer dans des nouveaux locaux de 20 000 m² ultramodernes à Saint-Ouen-la-Mode. Tout ça pour dire qu'il y a un écosystème ici d'entreprises qui sont précisément au cœur de la problématique que vous abordez aujourd'hui.
comment à la fois faire monter en puissance le traitement des données et l'orientation vers l'intelligence artificielle, et en même temps essayer de trouver des solutions pour se protéger. Alors, on n'a pas la pierre philosophale, on n'est pas plus malin que les autres dans le Val d'Oise, mais il y a eu toute une dynamique qui a été engagée il y a déjà quelques années sur ces questions. Il y a déjà 7 ans, nous avions lancé dans le Val d'Oise un cluster qui s'appelle Security System Valley, qui était très en avance à l'époque et qui avait précisément dans la volonté de mettre en place des démonstrateurs territoriaux identifié très clairement, il y a déjà 7-8 ans, le domaine de la sécurité des données en milieu de la santé comme étant une priorité. Il y a 7-8 ans, l'ancienne ministre le disait tout à l'heure, on parlait encore pas beaucoup et nos établissements hospitaliers, que ce soit des cliniques privées ou des établissements hospitaliers publics, étaient assez peu aguerris sur ces questions. Et je me souviens très bien, nous, quand on avait lancé des groupes de travail, combien même au niveau de l'ARS, il y avait une certaine, on était un petit peu sceptique, enfin en tous les cas, la prise de conscience n'était pas totale. Et quand on les poussait un peu dans le retranchement en leur disant que le milieu hospitalier serait sans doute l'une des prochaines cibles d'attaques massives. Oui, on disait bien sûr, c'est vrai, sans doute, mais enfin le risque n'était pas forcément mesuré. Le Val d'Oise avait été un des lieux d'expérimentation et de sensibilisation un peu plus peut-être anticipé que d'autres dans ces questions. Et nous, en tant qu'agence de développement économique, on s'était beaucoup positionné là-dessus. Un deuxième exemple sur lequel le Val d'Oise s'est positionné, ça a été aussi évoqué depuis ce matin, c'est le problème du stockage des données. Madame Buzyn a rappelé, elle avait raison, que l'intelligence artificielle n'a d'intérêt que si elle est capable de manipuler des volumes de données extrêmement conséquents. Et évidemment, se trouve posée la question du stockage de ces données. On a évoqué le problème du stockage dans des pays loin de la France et notamment aux États-Unis, dont on ne sait pas toujours très bien comment ces données vont être utilisées. Dans le Val d'Oise, on a un territoire qui a pris conscience assez tôt de ces questions et qui a lancé avec une structure qui s'appelle Val d'Oise Numérique, qui a été lancée d'ailleurs à l'initiative du Conseil départemental du Val d'Oise. Val d'Oise Numérique a été lancé d'abord pour développer le maillage total du territoire dans la fibre optique, c'était le métier de base, mais très rapidement, on est arrivé à la question du stockage des données numériques. Et Val d'Oise Numérique a défendu l'idée très très tôt, il y a presque une dizaine d'années, de la nécessité dans des territoires, au niveau territorial, de monter en puissance sur les questions de cloud souverain. Et c'est pas si simple que ça, mais le dispositif a été mis en place et aujourd'hui, le Val d'Oise peut se targuer avec son outil Val d'Oise Numérique d'être un des rares départements au niveau national qui dispose d'un système de cloud souverain. Et d'ailleurs, je crois que les données de CY sont hébergées dans ce dispositif parce que le cloud souverain du Val d'Oise est au service à la fois des données publiques des collectivités territoriales, que ce soit les mairies, le département, la région, mais également énormément d'institutions académiques et technologiques qui sont également stockées. Et aujourd'hui, on a effectivement des solutions à proposer alternatives à la solution qui était évoquée tout à l'heure, qui consiste tout simplement à confier ces données à Amazon ou à Google sans savoir exactement où elles vont être données. C'est quand même un vrai sujet. Et donc, je pense qu'on est là aussi plutôt dans un territoire dont la prise de conscience a été forte. Troisième élément que je voulais apporter à ce débat, c'est qu'on a vu qu'on avait un tissu de start-up, d'entreprises dynamiques sur le plan de la santé et de la santé connectée, mais on a aussi, ça c'est l'autre versant, ici, un tissu d'entreprises qui sont en pointe sur les questions de cybersécurité. Le Val d'Oise accueille des grands noms des entreprises des sciences du traitement de l'information. Je pense au groupe Atos, qui est un petit peu en souffrance aujourd'hui, mais qui est quand même un des leaders mondiaux, sinon un des top leaders mondiaux de ces questions. C'est à Besançon que le siège mondial d'Atos est situé, et il y a effectivement autour du groupe Atos des savoir-faire et des compétences qui sont tout à fait remarquables. Nous avons également à Besançon le siège social de Dell EMC, qui est également
avec plus d'1 millier de salariés sur ces questions implantées dans le Val d'Oise. On a un des leaders de la cybersécurité dans les antivirus, c'est le groupe Sophos, qui est implanté aussi dans le Val d'Oise. Et puis on a des PME de taille plus petite, mais qui sont extrêmement bien musclées sur ces sujets, qui travaillent d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles avec le tissu académique du territoire. Je pense au groupe Midrange, qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, et qui est en train précisément en ce moment, avec des financements européens, de proposer aux entreprises, aux TPE, PME du Val d'Oise, des diagnostics de sécurisation des données, parce que c'est un problème de permanent que de faire passer le message auprès des entreprises d'un territoire, de la plus petite à la plus grande, sur la nécessité de se mettre en ordre de marche et d'anticiper les risques. Enfin, on ne peut pas lutter forcément contre tous les risques, mais on peut en tous les cas essayer d'anticiper les conséquences que ces risques peuvent avoir dans l'esprit d'une société de confiance ou de ce que nous, on appelle un territoire de confiance. Dans l'ambition du Val d'Oise que nous portons, c'est de faire de ce territoire, non pas un territoire qui sera forcément meilleur que les autres sur la capacité à résister aux attaques, parce que ça, il faudrait être prétentieux pour le penser, mais un territoire qui a commencé très en amont, et c'est ce qu'on a fait ici depuis des années avec la démarche de Security System Valley, avec tout ce qui est fait autour de CY, autour de la fondation, c'est les métiers de la sécurité, autour de la mise en place à Argenteuil d'un campus des métiers de la sécurité. Il y a tout un écosystème depuis une dizaine d'années qui maille ce territoire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être plus malin que les autres et de dire qu'on sera capable d'empêcher les attaques, mais un territoire qui s'est mis en ordre de marche de comprendre les conséquences que pouvaient avoir ces attaques, c'est un territoire résilient, c'est un territoire de confiance, et c'est en nous, en termes de marketing territorial, quelque chose qu'on essaye de valoriser, y compris pour attirer de nouvelles entreprises. Je termine sur la santé pour dire qu'on a dans le territoire en Île-de-France, mais c'est vrai dans le Val d'Oise, un réseau de pôles de compétitivité, Cap Digital, Systématique, Médicène Paris Région, qui sont des pôles de compétitivité qui couvrent la totalité de l'Île-de-France et donc le Val d'Oise, mais qui ont mis en place, ils se sont réunis entre eux et ils ont mis en place des systèmes de groupes de travail communs. Et je crois que c'est intéressant de voir comment on peut prendre le sujet par l'entrée de la santé, on peut le prendre par le biais des technologies numériques, on peut le prendre par le problème des systèmes électroniques. En regroupant ces trois pôles de compétitivité, ils ont mis en place des groupes de travail et notamment ils organisent une plénière qui s'appelle Santé et TIC. Et tous les ans, il y a effectivement un travail collectif pour imaginer collectivement comment on peut intégrer des technologies de pointe pour anticiper les menaces. Donc voilà un petit peu un état des lieux de notre territoire, qui n'est pas la panacée de ce qui se fait forcément le mieux au niveau international, mais qui est un territoire dans lequel au moins la prise de conscience a été anticipée depuis maintenant un certain nombre d'années. Merci beaucoup, monsieur Jean-François Benon. Peut-être ma collègue, en attendant son micro, elle va reprendre la parole. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue territorial, c'est important en termes de décentralisation. Et je pense que l'assureur ici ne fera que valider ce genre de propos. On sait qu'il faut diversifier, décentraliser en termes de cloud. Et je pense que c'est vraiment le b.a.-ba de la résilience en termes sécurité. Donc, je suis tout à fait d'accord et je trouve ça très bien comme initiative d'avoir vraiment cherché à développer pas mal de choses. J'aime bien aussi le terme résilience. Je pense qu'on y reviendra. Je pense que le risque zéro, désolé Léa, je n'y crois pas. Par définition, c'est une probabilité. Il y a de l'incertitude, donc forcément, le risque zéro n'existe pas par définition. Mais par contre, aller sur la résilience, effectivement, je pense que c'est notre seule façon de survie et de mener en fait cette différente recherche. Donc, après le côté territorial, on va aller d'un point de vue national, donc avec le directeur général du campus cyber. Juste quelques mots. Donc, on a regroupé un peu des experts de différents domaines, mais avec cette même... Parce que le risque cyber, l'IA, et bien sûr pour la santé, c'est quelque chose de multidisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, c'est un petit peu donner l'image de cette table ronde par rapport à ça.
Et donc, Yann Bonnet est ingénieur de formation, spécialiste des transformations numériques. Il a contribué à des initiatives comme la loi pour une république numérique. Et il intervient au niveau européen, donc je vous laisse découvrir son CV si vous voulez plus d'informations. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment ces collaborations entre start-up, grandes entreprises, établissements académiques, institutionnels, en cybersécurité, sont-elles efficaces pour innover dans la santé? Donc si on vraiment se concentre sur le domaine de la santé quand même spécifique, c'est ce qu'on a vu au niveau cyberattaque et autres, comment voyez-vous les choses? Moi, ma conviction, c'est que c'est essentiel, ces échanges et cette vision écosystème, et que ce n'est pas naturel, en tout cas en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé des idées comme le campus cyber ou Paris Santé Campus. L'idée, c'est vraiment on est un très beau pays, la France. On est un pays d'innovation, mais on reste un petit pays. On n'a pas du tout les mêmes moyens que des géants du numérique ou des États américains, chinois ou autres. Et donc, on doit être un peu plus malin. C'est un devoir. On doit être plus malin que les autres. On doit trouver des moyens de mieux partager des ressources, de mieux faire en sorte que les différents mondes, le monde académique, le monde privé, le monde public travaillent plus ensemble, parce que c'est pas toujours naturel, encore une fois. Donc voilà, donc le campus cyber, c'est cette idée-là, c'est d'être plus fort ensemble. Donc on a créé un lieu, et en fait c'est un réseau de lieux, parce que c'est aussi voilà, des campus, on va en avoir un peu dans toutes les régions. Et l'idée c'est d'être plus fort ensemble, parce qu'effectivement on est dans un monde qui se numérise pour le meilleur et pour le pire. La transformation numérique, c'est un pharmacon. C'est à la fois un remède et un poison pour notre société. On le voit dans tous les cas d'usage. Et donc voilà, donc c'est très, très, très important. 2 ans et demi après, on a l'ouverture du campus. On a déjà 6000 personnes qui ont des accès au campus. Voilà, on crée des communs, des ressources mutualisées pour être plus fort. On essaye d'établir des liens encore plus forts avec, par exemple, l'écosystème santé via Paris Santé Campus. Il y a encore plein d'efforts à faire, voilà, parce que et c'est important, c'est notre confiance. Voilà, on a parlé du Health Data Hub. J'ai eu la chance de participer au rapport, le co-rapporteur avec Cédric Villani du rapport. On avait parlé du Health Data Hub, et je crois que même savoir que j'y suis pour quelque chose sur ce Health Data Hub. Mais en même temps, à titre perso, voilà, certaines décisions qui ont été prises de placer des données ailleurs, on a parlé de la souveraineté, c'est quelque chose j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut en arriver à ces décisions-là, parce qu'on a justement besoin de gagner en autonomie stratégique, en souveraineté. Voilà, il y a des si on avait poussé ce sujet dans le rapport de centralisation d'utiliser la centralisation des données françaises pour en faire un avantage, notamment dans le domaine de la santé, pour accélérer, c'était aussi pour reprendre la maîtrise sur certaines technos et ne plus être dépendant. Et donc, dans l'univers numérique, il y a certains cas d'usage qui sont très critiques, et la santé, c'est le cas. Et dans ces cas d'usage-là, il faut faire très attention à ne pas être dépendant d'acteurs étrangers, parce que quand on est en conflit, quand il y a une pénurie, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer, et donc c'est important d'avoir cette résilience. Et c'est important d'avoir cette compréhension à tous les niveaux, y compris voilà, politique, administratif, pour ne pas prendre de mauvaises décisions qui pourraient être dommageables pour notre société, quoi. Je rebondis justement, c'est très bien comme question. En termes normes européennes actuelles, type RGPD, est-ce que ça suffit pour protéger les données de santé face aux nouvelles cybermenaces? Ces normes permettent-elles encore l'innovation dans les domaines de l'IA pour la santé? Et que faudrait-il faire pour protéger les données, mais en même temps donner accès aux chercheurs à ces données? Donc, on a entendu parler effectivement du Health Data Hub, où il y a quand même... bon, moi, j'étais un peu au début de son lancement, mais c'était d'une lourdeur pour un chercheur défiant. On préférait aller partir aux États-Unis pour travailler avec les chercheurs américains sur des données américaines. On en était là. Je pense que depuis, et ça c'est fantastique, il y a eu beaucoup de progrès faits au sein du Health Data Hub.
qui rend justement un petit peu plus maniable. Mais il y a quand même toujours cet équilibre qui, c'est très bien de protéger. On viendra d'un point de vue juridique aussi avec Sophie là-dessus, mais qui est, encore une fois, on a besoin d'un équilibre et il y aura toujours des risques. On ne peut pas arriver à risque zéro. Donc, comment on articule ça ? Alors, moi, je n'oppose pas la régulation à l'innovation. Je pense que la régulation est nécessaire pour innover. On peut pas innover. Il n'y a rien de pire que d'innover et puis tout d'un coup de construire la loi qui va casser là. Donc on a besoin de règles. Alors le RGPD, c'est nécessaire. C'est vraiment pas suffisant. Il y a plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on voit que c'est assez riche. Mais c'est normal parce qu'on est en train de se transformer. Donc là, on a, en termes de réglementation, j'en cité quelques-unes. On a dans le domaine de la sécurité NIS 2, qui va étendre notamment, je fais simple, mais certaines... qui va élever le niveau de sécurité, notamment de PME, des différents acteurs de différentes... comment dire, de différents secteurs. On a le CRA, on a l'IA Act, auquel j'ai participé, la Commission européenne. Là aussi, moi je défends complètement l'IA Act, j'entends un peu de tout là-dessus. On a poussé pour une approche par les risques. Où en fait, voilà, l'IA, encore une fois, ça peut apporter plein de choses positives, mais aussi quelques nouvelles menaces. Et donc c'est important que certains usages soient un peu régulés. Parce que y a certains usages qu'on ne souhaite pas avoir en Europe, certains qui sont utilisés par exemple dans d'autres pays, en Chine, le crédit social, la surveillance de masse. Et donc il y a voilà, cette approche par les risques de l'IA Act permet de laisser un peu d'innovation sur des cas d'usage qui sont moins risqués, interdire certains usages qui ne sont pas dans nos valeurs. Et puis entre les deux, prendre des actions de maîtrise de ces risques pour permettre l'innovation tout en gagnant en confiance, quoi. Moi, je pense que c'est nécessaire. Le RGPD n'est pas du tout suffisant, qu'il y a plein d'autres choses. Et voilà, notre société se numérise, on a besoin de régulation, de règles, non pas pour casser l'innovation, mais pour permettre une confiance des usagers, des clients, de ces outils qui peuvent, encore une fois, apporter le meilleur, mais aussi le pire. Merci Monsieur Bonnet, et clairement nous avons la vision du campus cyber, même si aujourd'hui on arrive à avoir pas mal d'organismes, et clairement l'ANSSI qui vient de sortir le livre blanc autour des menaces de l'IA génératif, et on voit l'émergence de nouvelles cyberattaques spécifiques à l'IA génératif et l'utilisation de l'IA au sens large, en particulier dans le domaine de la santé. Du coup, j'ai une question pour Madame Isabelle Wattiot, professeure à l'ESSEC, porteuse de chaire gouvernance de données, en particulier pour le domaine de la santé. Quelle est la spécificité de domaine de la santé en matière de gouvernance et sécurité des données? En particulier, comment concilier l'innovation et gouvernance des données pour limiter les cyber-risques et aller dans une phase d'analyse de risque plus complète? Merci Besma. Donc effectivement, depuis ce matin, on a déjà eu beaucoup d'entrées sur le sujet. Je suis ravie parce que donc, dès l'intervention de Mme Buzyn, par exemple, on a entendu parler donc, de cette question de l'importance des données. C'est cette prise de conscience qui nous a conduit donc, à commencer à organiser de la recherche et des enseignements pour non seulement faire avancer la connaissance, mais aussi sensibiliser et former tous ceux qui sont les acteurs d'aujourd'hui ou de demain sur ces sujets-là. Donc on est très content de pouvoir échanger avec une dimension moins technologique que des écoles comme CYTech, mais une dimension tout à fait complémentaire. Donc merci en tout cas de me donner l'occasion d'expliquer tout ça. En fait, la gouvernance des données, elle n'est pas spécifique aux données de santé. Elle est une préoccupation importante pour tous ceux qui sont détenteurs de données. Et on l'est tous à titre personnel, mais dès qu'on a un tant soit peu de données à gérer qui ne sont pas les nôtres, on est donc soumis à l'aspect réglementaire, le RGPD dont on a déjà parlé.
cette dimension juridique, elle est loin d'être la plus source de risque, le risque de réputation, le risque financier, etc. Mais elle est quand même présente et importante. L'importance de la gouvernance des données, c'est donc de contrôler cette qualité de données. La qualité des données, elle est importante parce que si l'IA est entraînée sur des données de mauvaise qualité, eh bien, elle ne servira à rien. On a parlé du côté double tranchant de l'intelligence artificielle et de ses outils d'IA, mais déjà, si elle n'est pas efficace, si elle n'est pas entraînée sur des données exactes, complètes, correctes, de la bonne représentant bien nos réalités. On a parlé ce matin de la dimension environnementale, de la dimension démographique. Donc si l'IA n'est pas entraînée sur les bonnes données, eh bien, elle sera juste inutile. Donc déjà, son bon côté ne servira à rien. Donc il y a urgence et vigilance en termes de qualité des données. Mais là aussi, on l'a mentionné, l'intelligence artificielle est énergivore. Et donc pour pouvoir limiter cet aspect gourmand en énergie, il faut tendre vers moins de données, ça veut dire de meilleures données. Donc là, la qualité de données, c'est aussi les bonnes données, avec des données mieux contrôlées, donc mieux mises en qualité, qui vont éviter d'entraîner des chat GPT sur des données complètement non qualifiées, comme le sont beaucoup de données sur Internet. Donc, l'IA frugale, elle va reposer aussi là-dessus. Alors, on a parlé de la qualité des données, on a parlé aussi de la sécurité de ces données, comment les protéger, comment en assurer une bonne traçabilité. Donc, toutes ces solutions technologiques sont là. Alors, dans le domaine de la santé, il est particulier, on l'a dit aussi ce matin dans différentes interventions, puisqu'on parle de données très sensibles. Elles sont sensibles, elles sont intimes, et elles concernent tout le monde. Tous, tôt ou tard, et de nombreuses fois, on est confronté à des soucis de santé et donc au besoin d'aller faire appel à ces institutions de santé avec cette prise de conscience donc très, très rapide de cet aspect très sensible. On a parlé de l'anonymisation versus pseudonymisation, donc j'ai bien aimé les explications de Léa qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de... Il faut tendre vers ces solutions-là, mais il faut bien savoir que l'anonymisation, c'est un degré, c'est un effort, mais qu'on n'a pas de garantie sur le résultat. Donc une donnée anonymisée n'est plus soumise au RGPD, mais comment on peut garantir qu'elle soit suffisamment anonymisée? Ma date de naissance à l'ESSEC me réidentifie complètement. À l'ESSEC, il y a 700 ou 800 salariés. Je suis la seule qui soit née le même jour que moi-même. Si on le met à la taille de la ville de Cergy, j'ai peut-être des jumeaux dans la ville de Cergy, mais si on associe un code postal, probablement j'ai encore une certaine unicité là-dedans. Donc la notion de quasi-identifiant, donc des données personnelles nominatives, on peut les supprimer et donc pseudonymiser relativement facilement, s'assurer que dans un ensemble de données de santé, où on est obligé, pour en tirer de la valeur, de la connaissance, on est obligé d'associer des données descriptives de mon parcours de vie, de mes incidents de santé, de mon âge, des endroits où j'ai pu habiter, etc. C'est très très difficile d'anonymiser à un degré suffisant ces données, sauf à les rendre beaucoup moins précises. Donc si on passe de ma date de naissance à mon année de naissance, on fait déjà un grand progrès vers l'anonymisation. Il y a beaucoup de gens, même à l'ESSEC, qui sont nés la même année que moi. Et sur Cergy-Pontoise, j'arrive même pas à imaginer combien sont nés la même année. Mais une donnée, mon année de naissance, pour mes données de santé, c'est pas très important, mais pour des nourrissons, le mois de naissance est très important. C'est le fait qu'ils soient nés en hiver ou en été, dans des données de santé, ça peut être très, très important. Donc, tout ça montre à quel point atteindre le bon degré d'anonymat en gardant un bon niveau de qualité, c'est-à-dire des données assez précises pour être utiles, et aussi pour éviter que l'IA ne soit trop coûteuse. On a là un enjeu très complexe. On a parlé aussi donc de diversité. Si je suis
inondée, si je suis immergée dans un ensemble de personnes nées la même année que moi à Cergy-Pontoise, mais que toutes ces personnes ont un cancer du sein, j'ai un cancer du sein. Donc ça veut dire que là encore, malgré l'anonymisation suffisante de ce jeu de données, on a encore la possibilité d'inférer le fait que moi, faisant partie de ce groupe assez nombreux, mais non diversifié, j'ai une donnée sensible qui va être dévoilée par ce moyen-là. Merci Isabelle. Et clairement, vous avez évoqué un mot-clé que peut-être nos chers publics jeunes ou même qui ayant entendu parler de l'IA frugale. La frugalité aujourd'hui au niveau de données de santé qui sont sensibles. Aujourd'hui, on en est où? Quelle est la part, en tout cas en termes de recherche académique, innovation au niveau français, des avancées au niveau de l'IA frugale sur les données de santé, et quelle est l'importance surtout de la gouvernance des données ou la gouvernance ou la sécurité des données dans le domaine de la santé? Alors je pense que là, on a l'intervention de Loïc qui a été très très bravo pour la clarté, enfin les explications, le bon niveau, je pense, de présentation de ce sujet. La sécurité d'un tel système, elle est très très difficile à garantir. Nous, ce sur quoi on aime insister, sur le fait que la technologie, elle est notre raison d'être ici aujourd'hui. C'est grâce à toutes ces technologies que tout ça a pu être mis au point. Mais la technologie, elle n'est qu'une des dimensions de l'aspect. Il faut la contrôler. La contrôler en agissant sur les autres dimensions. La dimension technologique n'en est qu'une. La dimension humaine, j'ai parlé de sensibilisation, de formation. La dimension organisationnelle avec les procédures, les règles qui vont s'imposer dans tous les cercles. Quand on appartient à une école, à une entreprise, à une ville, on a des cercles dans lesquels cette appartenance nous oblige à nous comporter d'une certaine façon. Et donc ces règles, les chartes, les procédures qu'il faut respecter sont des essais pour aller vers ces solutions-là. On a aussi des solutions de sécurité comme le Zero Trust qui dit que effectivement, il ne faut pas se dire bon, je protège ma maison contre les agressions de l'extérieur, mais à l'intérieur, je fais tout ce que je veux. Non, la bonne sécurité, c'est que partout, on est sans cesse en vigilance et on exerce partout, même avec les gens qu'on connaît, parce qu'on a vu l'aspect, la vulnérabilité de l'humain dans ces aspects-là. Donc, on travaille beaucoup sur ce bon équilibre entre toutes les dimensions, de façon à ce qu'on puisse, comme il n'y a pas de zéro risque, eh bien, c'est en agissant de façon équilibrée sur toutes les dimensions humaines, juridique, organisationnel, technologique, qu'on va pouvoir assurer la résilience, en tout cas un minimum. Okay. Merci Isabelle. Donc je retombe encore sur la résilience, c'est le mot-clé pour donner la parole à Marco Milani, donc, qui organise tout ce qui est cybersécurité, cyber-risque chez Reliance, donc une mutuelle de santé. Donc Marco, juste deux mots, ingénieur de formation également, il a de nombreuses années d'expérience dans de gros groupes industriels et services, assurances. Et donc j'aimerais bien votre avis d'expert en assurance sur ce domaine, assurance santé. Est-ce possible d'assurer le risque cyber, et qu'est-ce que cela implique en termes d'outils, entre autres? Alors, oui, est possible d'assurer. Tous les risques sont assurables. Et après, le cyber, c'est un risque pour l'assurance assez récent. Donc, on a une connaissance qui est plutôt d'origine, basée sur des statistiques accessibles d'origine américaine, anglo-saxonne. Et en Europe, les données sur les accidents sont moins accessibles, c'est plus difficile d'accéder à ces données pour établir effectivement le risque et étudier les risques d'un point de vue actuarial. Nous, on a un peu d'expérience maintenant, ce sont 4 ans qu'on assure, on n'assure que la santé.
et on assure aussi le S10 qui est lié pour nous au monde de la santé, donc des grandes structures hospitalières. Et quand on assure cette entité, la première étape, c'est de faire un état des lieux, avoir une compréhension du niveau de maturité de l'établissement. On a vu ce matin, comme tout à l'heure, comme est complexe déjà la partie imagerie, mais un hôpital, il est interconnecté, il est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de données qui sont gérées. Les dossiers patients, c'est un exemple. Et une erreur sur une donnée ou des éléments qui sont vulnérables, changés, sont irréversibles à différents des autres secteurs où il y a la réversibilité. Une modification d'une donnée rend l'erreur humaine, l'erreur des diagnostics, l'erreur des soins irréversible. Donc, on doit avoir une attention autour des données qui est accrue par rapport à d'autres secteurs. Ce n'est pas que le respect des données privées qui importe, c'est aussi assurer que les données soient bien protégées. L'assurance, là, ils n'iront pas, parce que honnêtement, ce n'est pas notre domaine. Donc, on demande aux entités d'effectivement s'occuper de bien protéger les données et assurer que les données soient les bonnes données pour traiter. Nous, on traite en termes d'assurance pas seulement les dommages. L'assurance classique, qui on a tout dans la tête pour la voiture, j'ai un accident, il y a l'assurance qui arrive et qui paye. Dans le contexte de la santé et dans le contexte cyber de la santé, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans un accompagnement des assurés, qui, vu qu'on est mutuel, ils sont aussi des associés. Donc, on a une double responsabilité de les accompagner aussi dans la gestion du risque. Les risques cyber, c'est un risque. On a aussi des risques médicaux, des risques RH. Donc, on accompagne les clients dans notre approche pour prévenir le risque. Et prévenir les risques, c'est on fait effectivement une audit, on comprend le point de vulnérabilité et on donne des conseils. On ne veut pas remplacer d'autres acteurs. On s'intègre dans la structure. Il y a des accompagnements qui sont bien structurés en France. Vu qu'on s'occupe de l'Europe et d'autres pays, ce n'est pas vraiment la même chose en Italie, en Espagne, plutôt qu'en Allemagne. Donc, on s'intègre, on accompagne et on met un accent sur la sensibilisation de l'humain. On a vu ce matin 68% des attaques, ils ont une origine humaine. C'est parce que l'humain, il a des habitudes qui sont difficiles à changer. On a vu, j'utilise une clé USB qui arrive d'un patient, mais il y a aussi les médecins qui utilisent une clé USB pour regarder les dossiers patients à la maison, pour revenir, pour faire, parce qu'eux, ils sont sous pression extraordinaire. Donc, il y a ces comportements qu'il faut modifier, il faut aider à modifier, et ce n'est pas avec une formation qu'on attend ça, c'est plutôt un accompagnement dans la durée. Le deuxième, c'est aider à prévenir un cas d'accident. Le risque zéro, il n'existe pas, on sait, on est une assurance, on assure le risque. Et donc, il y a des plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité qui doivent être mis en place. Ça aide aussi à garder ou à obtenir certaines certifications, mais aussi un peu en France, par exemple, il y a le plan blanc numérique qui est la référence et qui peut aider aussi à avoir une guide précise des choses qu'on doit faire. Une fois qu'on s'est occupé de la prévention, on ne peut pas dire que l'accident n'arrive pas. Mais il faut là être bien réactif, donc préparer les équipes. On fait aussi des tests
pour vérifier que les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité soient bien implémentés et s'ils ont besoin de l'amélioration. Un accident arrive et le rôle de l'assurance, c'est encore une fois d'accompagner les clients avec une intervention, avec une équipe et des personnels spécialisés qui nous permet d'intervenir sous 1 heure et pendant 7 jours être présent pour vraiment aider les clients à sortir de sa part de crise. Il y a un côté après des coûts qui sont liés à un accident. Alors l'assurance là intervient d'un point de vue financier à couvrir les dommages qu'ils ont reçus, qui peuvent être une remise à niveau du système informatique plutôt que des heures supplémentaires qu'on peut ou de tiers qui sont intervenus pour assurer la continuité. Un exemple qu'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs, c'est dans ces périodes de manque de système informatique, les dossiers patients, il doit être fait à la main. Et faire à la main, c'est-à-dire demain ressaisir les dossiers. Mais déjà stocker les dossiers, parce qu'aujourd'hui on est tout en informatique et il n'y a pas un lieu pour stocker d'une façon sécurisée les dossiers patients. Donc, vous voyez, la santé, c'est vraiment un périmètre assez spécifique. Donc, on intervient et on a aussi un accompagnement légal parce qu'il peut y avoir des patients qui ont un préjudice, donc ils peuvent attaquer la structure et les accompagner les structures dans ces démarches de défense vis-à-vis des préjudices. Donc vous voyez, l'assurance, ce n'est pas qu'on paye un dommage, on accompagne vraiment les structures et l'organisation en concert avec le reste des institutions et des entreprises privées qui peuvent aussi intervenir. Juste par rapport à l'IA, donc j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est très utilisé pour quantifier le risque cyber, entre autres. Donc vous pensez que ça, alors c'est très caricatural, ça affaiblit ou au contraire ça permet de développer par rapport au système existant? Je disais au début que c'est un risque assez récent. Donc on n'a pas vraiment une connaissance de combien le risque peuvent impacter. Oui, on a des statistiques, mais elles ne sont pas forcément européennes, elles sont américaines. La santé, ce n'est pas exactement la même d'un côté et de l'autre de l'océan, mais on a beaucoup de données là-bas, un peu moins ici. Et donc, on utilise des systèmes de CRQ, de quantification du risque cyber, qui sont sur une base non statistique, mais de probabilité. Donc, ils sont sur un modèle FAIR. Et on utilise l'intelligence artificielle pour simuler les attaques et les stratégies d'attaque et les défenses. Donc, on modélise l'hôpital, la structure, et à travers l'intelligence artificielle, on simule les attaques. Et à travers ces simulations, on a des résultats de probabilité et de magnitude. Donc, à travers ça, on arrive effectivement à avoir une idée de, comment dire, c'est pas précise, mais c'est représentatif de l'impact. Donc, l'AI nous aide. L'AI aussi, c'est un nouveau risque qui se rajoute dans le panorama, parce qu'il va modifier les modèles, les stratégies et les tactiques d'attaque des malveillants. Pour faire ça, on utilise encore des modèles AI qui permettent de monitorer, faire du renseignement sur comment les groupes d'attaque modifient leur stratégie et leur tactique pour, encore une fois, anticiper et estimer le risque. On sait que l'AI sera un élément qui changera les modalités d'attaque et des stratégies. Donc, pour nous, c'est un risque qui se va ajouter à tout le reste.
Merci beaucoup, Monsieur Milani. C'est extrêmement intéressant et surtout très clair. Là, ça nous mène vers la dernière partie que tant attendue, les questions juridiques, l'aspect juridique, avec Sophie Santag, beaucoup de casquettes, maître de conférence en droit privé à l'université Nanterre, Paris-Nanterre, pardon. Et surtout aussi, elle est animatrice dans une radio. La radio dans l'étang électrique, désolée, je ne l'ai pas marqué, du coup je l'ai lu. Et on arrive à la première question. Qu'en est-il du cadre juridique pour accompagner ces structures, là, pour faire la suite, surtout l'aspect que ce soit les assurances, les banques et surtout les hôpitaux, en fait, en lien avec le domaine de la santé. Et quel est... voilà, comment l'aspect juridique, quelle est la part ou l'accompagnement de ces organismes et ces structures? Alors merci déjà pour cette invitation. C'est vrai que la place de dernière intervenante de la matinée pour faire des questions de droit, c'est peut-être pas la plus adéquate. Et en réalité, ma place de pénaliste par rapport à votre question n'est pas non plus la plus adéquate du tout. Donc, votre question, je vais essayer d'y répondre avec d'autres choses que celles que j'avais prévu de dire, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin. Il y a des questions qui ont été spontanément posées sur les aspects liés à la responsabilité, qui en réalité sont plus de l'ordre de la responsabilité civile. Donc moi je suis pénaliste, vous l'avez dit. On m'a demandé de prendre la casquette de pénaliste. Alors je vais la prendre un peu quand même, mais il y a quand même un lien parce qu'avec la cybercriminalité, voilà, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Maintenant, l'encadrement des structures ne va pas relever de cet aspect pénal. Il y a deux choses en fait. Il y a deux choses que je peux essayer de réorganiser pour répondre à votre question. C'est-à-dire que l'IA telle que présentée depuis ce matin a cette double facette qui est d'être un moyen d'atteindre les structures et aussi un moyen d'être atteint quand on est utilisateur d'IA. Alors, quand on pense à l'IA pour atteindre la structure, on pense en termes d'infraction. Enfin, le pénaliste y réfléchit par rapport aux faits qui ont été pris dès les propos de Madame Buzyn pour resituer ce dont il s'agissait. Donc, on entend parler de rançongiciel, ransomware, fuite de données. Et, donc, pour réfléchir à la façon de s'armer contre ça, et il faut voir dans quelle mesure le dispositif légal est déjà étoffé. Il l'est pas mal. On a un certain nombre d'infractions qui visent à incriminer les atteintes aux données de façon crescendo, de l'atteinte à le fait d'entrer dans un système, le fait d'aller bloquer le système, d'extraire des choses du système. Bon, je ne rentre pas volontairement pas trop dans les détails, mais je pourrais le faire s'il y a des questions dessus. Dans l'exemple plus concret du rançongiciel, il y a une question plus juridique qui s'est posée de savoir si c'était vraiment une atteinte de cette sorte au système de données ou si on parlait d'autre chose. On est un peu plus sur l'idée d'une extorsion, mais ça, c'est pas non plus récent en droit pénal, l'extorsion. Ce qui est peut-être plus récent lié à l'IA, pour essayer de synthétiser un peu tous les propos de la matinée, parce que je sens bien que c'est un peu ce qu'on va attendre de moi là, c'est de voir peut-être dans quelle mesure l'IA va être utilisée pour ces infractions pénales, parce qu'en fait, la cybercriminalité n'inclut pas forcément l'IA. Donc, l'IA dans le rançongiciel, par exemple, c'est une facilité pour automatiser les attaques, pour les personnaliser aussi, que ce soit pour cibler la victime, parce qu'on aura cherché sur Internet toutes les informations accessibles en source ouverte, et ça c'est une autre question, mais pour atteindre de façon appropriée la vulnérabilité de la personne, à la personnalisation de la demande de rançon aussi, cibler des victimes qui ont des fonds suffisants, etc. Donc après, on peut faire le parallèle avec la question de la santé. Donc, en tant que tel, ici, il n'y a pas de prise en compte spécifique par le législateur de l'IA. C'est un moyen comme un autre. Il commence à y en avoir quand on pense à des infractions du type deepfake, donc, qui ne sont pas propres à la santé, mais qui peuvent être utilisées dans les infractions liées au système de santé, où on va générer, grâce à un système algorithmique, un montage, générer une image. Et donc là, le législateur pénal a créé une incrimination particulière pour l'utilisation comme ça d'un montage grâce à une IA. Bon. Par rapport à la santé, ce qui est aussi un peu nouveau dans le plan de l'encadrement,
C'est suite aux différentes atteintes liées au stade, donc au système de données, la prise en compte de la volonté dépassée de l'auteur. Je prends l'exemple qui n'est pas en France, ça a commencé à s'observer en Allemagne, où un rançongiciel ayant bloqué l'hôpital de Cologne, les personnes mises en cause avaient été poursuivies pour homicide involontaire. L'objectif premier n'était pas l'homicide involontaire. L'homicide involontaire, il était venu du fait que dans la période longue où la continuité du service de santé a été bloquée, évidemment, les patients ont été conduits à prendre des risques pour leur santé parce qu'on n'avait pas accès à leur système à leurs données. Il y avait voilà, en l'occurrence, un problème de transfert en fait hospitalier, bon bref, qui menait soit à une prise de risque, soit pire, donc à un décès de la personne. Donc ça a été pris en compte par le législateur. Ça a été pris en compte parce qu'on a désormais un texte spécial qui est, depuis la loi d'orientation et de programmation, la dernière, donc dans le code pénal, pour incriminer particulièrement la mise en danger de la vie d'autrui lorsqu'il y a, enfin c'est une circonstance aggravante en cas d'atteinte au système informatique. Donc là, on peut y voir des évolutions. Peut-être également dans l'aspect encadrement du point de vue légal, le législateur crée des catégories spéciales qui peuvent se rapporter notamment aux hôpitaux et au CHU lorsqu'il les classe au sein de ce qu'il appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Pour certains, pas pour tous, hein, bien évidemment, ou bien dans des catégories plus intermédiaires, je m'y perds un peu dans mes notes, dans les opérateurs qui ne sont pas d'importance vitale, mais qui sont des services essentiels, pardon. Et donc là, ce sont des catégories qui, alors, reposent sur des critères évidemment établis, mais lorsqu'on appartient à ces catégories, ça fait peser sur le CHU ou la structure hospitalière, un certain nombre d'impératifs du point de vue des normes de cybersécurité. Et je crois que vous parliez tout à l'heure des réglementations qui s'étoffent là-dessus. Il y en a beaucoup. NSI 1 à l'époque, 2 maintenant. Voilà, quand on est un opérateur de services essentiels, on doit intensifier ses précautions à cet égard. Sur l'aspect d'encadrement légal, une autre remarque, c'est un peu en forme de catalogue, mais c'est toutes celles que j'ai collectées en vous écoutant ce matin, en fait. Il y a de plus en plus de préconisations au plan de l'éthique aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'en droit pénal et autres, l'éthique prend une place importante. Et l'éthique, ce qui est symbolique peut-être de remarquer, c'est qu'elle vient déjà des hackers. Les hackers ont parfois des chartes éthiques dans lesquelles ils s'interdisent de cibler certaines victimes. Et bien, vous avez certaines chartes éthiques qui, alors, vont pas mettre clairement l'intégralité du CHU, mais vont vous dire le service de maternité au sein du CHU, on évite. C'est pas classe. Bon, après, est-ce que c'est soumis à effet, c'est tout le problème de l'éthique. Mais on a un autre exemple éthique qui me semble intéressant de rapporter. En réponse un peu à la vague de cyberattaques qui avait frappé le monde occidental au début de l'invasion russe de l'Ukraine, on a eu des propositions du Comité international de la Croix-Rouge qui lançait un appel à différents pays de symboliser sur les sites internet avec un système un peu comme dans la vie réelle finalement, avec un petit croissant, un petit drapeau, le fait que le site était un site protégé, ou du moins qui tombait sous le droit international pénal avec des normes aussi humanitaires pour éviter, enfin espérer du moins que les attaques ne le cibleraient pas. Alors la conséquence peut être double. Ça peut aussi être de stigmatiser et d'alerter sur la vulnérabilité. Maintenant, c'était une proposition. Je vous avoue qu'elle remonte à quelques années et que je ne sais pas si elle a abouti. En tout cas, je ne suis pas tombée sur ce type de choses, mais voilà, je trouvais que c'était à l'époque intéressant de voir dans quelle mesure on voulait se saisir d'autres choses finalement que le droit pour réguler. Dernière réponse à l'autre question, à l'autre facette de la question. Quand le monde médical utilise des outils dotés d'IA, dans quelle mesure on va vers une responsabilité? Alors, moi, je ne vais pas vous répondre au plan civil, fait des choses ou produit défectueux. Effectivement, en fait, en droit, on réfléchit sous 2 angles. Il y a une responsabilité qui peut être au plan civil ou au plan pénal. Au plan civil, les réflexions, elles ont commencé un peu avant, en essayant de se servir des bases qu'on avait sur effectivement la responsabilité liée au fait des choses qu'on utilise ou à un produit qui serait défectueux.
elle continue d'avancer parce qu'à la suite de l'IA Act, on a des directives qui sont en attente, en suspension sur la façon de faire tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au plan pénal, on n'avance pas énormément là-dessus. Et pourtant, lié à ce que vous disiez sur l'ensemble des préconisations, et préconisations c'est peut-être faible, mais de l'IA Act, notamment, je pense qu'on peut y voir un axe d'entrée. Parce que quand finalement on réfléchit à la question, quand on aura des outils dotés d'IA en radiologie tels que vous le présentiez, mais dans bien d'autres domaines qui vont être utilisés, et qu'à un moment donné, il va y avoir un dysfonctionnement. Alors après, il va falloir remonter dans la chaîne de causalité pour savoir à qui revient le dysfonctionnement. Le pénaliste, il fonctionne à ce moment-là en utilisant une démonstration liée à un élément matériel, plus un élément moral, et une démonstration de la causalité. Et dans tout ça, en fait, on a un certain nombre de fautes qui sont de l'ordre involontaire, qui reposent sur des systèmes de gradation aussi, pour voir à quel point c'est involontaire, à quel point on peut avoir causé une faute plus ou moins caractérisée, plus ou moins délibérée. Et dans ces enveloppes-là, il y en a une qui exprime le fait qu'on ait manqué de façon délibérée à certaines lois, à certaines obligations. On s'en sert beaucoup pour les fautes involontaires dans le cadre des entreprises, lorsqu'on essaye indirectement d'aller rechercher la responsabilité pénale en cas d'un dommage. Donc on pense que c'est des blessures involontaires, par exemple, ou alors une atteinte à la vie qui n'aurait pas été voulue, mais qui résulterait d'un accident. Et bien finalement, quand on voit dans l'IA Act qui repose sur un système de classification, en fait, par un système, donc par les risques, en faisant 3 catégories, des systèmes acceptables, des systèmes à risque intermédiaire et d'autres qui seraient proscrits, par un système assez complexe. Ce sera peut-être là-dessus quand même que je finirai. C'est assez complexe de se frotter à l'IA Act et à ces articulations textuelles. Mais si on combine l'article 6 de l'IA Act, qui parle des IA à haut risque, avec des réglementations autres européennes préexistantes qui étaient liées à la santé, dispositifs médicaux. On voit que la plupart quand même des dispositifs médicaux qui seraient dotés d'IA iraient dans ces IA à haut risque. Et donc, du fait d'être dans ces IA à haut risque, devraient répondre à des impératifs en termes de sécurité plus grands, de transparence, de se tester en amont sur le risque d'atteinte et d'intrusion, par exemple. Et là, on n'a pas beaucoup de règles harmonisées, on n'a pas beaucoup de règles de bonne conduite qui sont données. Voire on a des discordances qui commencent à être dénoncées, notamment par dans le secteur de la santé, entre ce qui serait des réglementations préexistantes avec ce que l'IA Act vient indiquer. Est-ce qu'il faut obligatoirement une mise en conformité? Est-ce que selon les faillibilités de l'outil, ça peut être optionnel? Donc, à mon sens, le risque est peut-être plus là. Je ne sais plus comment a été libellée la question en termes d'encadrement, mais c'est-à-dire que c'est peut-être pas en étoffant davantage l'existant juridique qu'on peut trouver plus de solutions, mais déjà en décortiquant la masse de textes qui arrivent et essayer de les articuler, parce que ça, c'est, à mon avis, c'est le plus compliqué. Et finalement, je regarde le seul praticien qui a parlé, je suis désolée. Voilà. Mais j'avais été très intéressée par ce que vous avez montré, qui est l'article, Le Monde en a parlé il y a quelques jours, du fait, avec un simple smartphone dernière génération, d'aller entourer la tâche et de faire un simple copier-coller. Enfin, on a clairement là une question qui va pouvoir poser des vraies questions juridiques si ça se multiplie. Voilà. Donc ces aspects juridiques, pénals, qui peuvent paraître effectivement loin et pas pris en compte tout de suite, sont, à mon avis, très urgents à prendre en compte pour les professionnels médicaux. Voilà. Merci beaucoup, absolument Sophie. Pas chronométré, mais j'ai fini pour les estomacs à 13h. Justement. Voilà. Et je suis très contente parce qu'il y avait une autre question du public, des collègues tout à l'heure, et même une question avec Marie qu'on avait préparée. Mais vous venez de répondre à cette question, donc tout le monde sera content comme ça pour pouvoir enchaîner peut-être aux questions publiques. Avec le public, oui. Si vous avez des questions ou commentaires par rapport à ce débat. Profitez de nos chers. Voilà, on a une question.
J'en ai une toute petite par rapport à l'usurpation d'identité, donc les deepfakes que vous énoncez. Quelle est la différence entre l'usurpation d'identité classique, dite classique, où on se fait passer pour quelqu'un, et celle générée par l'intelligence artificielle? Au plan technique, il y a déjà une différence. C'est-à-dire que le deepfake, il va utiliser un système algorithmique pour générer le contenu produit. Alors après, au plan légal, votre question... Exactement, c'est quelles conséquences sur le plan légal? Alors, vous avez deux qualifications différentes qui existent sur l'usurpation d'identité. Il y a toujours un réflexe, on va dire, du juriste d'aller entre la qualification générale et la qualification spéciale, d'aller regarder en termes de peine encourue pour des faits qui seraient similaires, par exemple de l'usurpation d'identité qui serait faite à l'aide d'un montage, ou éventuellement on pourrait se dire qu'on pourrait invoquer les deux infractions qui existent. L'une serait quand même plus spéciale sur la question spécifique de la création du contenu par l'IA, puisque le deepfake le prévoit. Donc si on est sur une similarité du point de vue opératoire, on va aller regarder la peine encourue, on va aller regarder la qualification spéciale pour la faire primer. Maintenant, la différence... quand même, elle vient beaucoup de l'aspect technique dans votre question, parce que l'usurpation d'identité, vous pouvez usurper l'identité de quelqu'un sans passer par cette voie algorithmique. Donc ça justifie d'aller, à mon avis, là, se saisir de la nouvelle incrimination qui existe, si on veut, particulièrement. Donc elle parle du montage, en fait, de la génération d'un montage ou d'un contenu, son ou image, hein, d'ailleurs. Enfin, image ou son, parce que j'avais plutôt parlé de l'image, mais grâce à ça. Donc, je ne sais pas comment répondre à votre question de façon un peu différente. Je ne sais pas si ça y répond, mais vous avez vous avez les deux voies possibles. On a toujours eu l'usurpation d'identité qui existait. Maintenant, elle ne couvre pas spécifiquement le champ de l'IA, l'usurpation de l'identité. Elle est facilitée par l'IA, je dirais. Elle est facilitée par l'IA. Le deepfake, ça incrimine vraiment la création, c'est l'aspect technique aussi de la chose. Du coup, est-ce que la peine serait plus forte qu'une usurpation classique? Alors là, j'ai pas les peines en tête, j'ai pas le collage. C'est un peu l'écueil, c'est un peu comme... Je retourne voir le médecin. Vous demanderez à un médecin, je suis sûre que monsieur, il peut pas vous prescrire des choses, voilà, je sais pas moi, en pédiatrie. Mais donc il faut regarder effectivement du point de vue du quantum de peine encourue pour vous donner une idée. Je sais pas, je suis pas sûre d'ailleurs que ce soit des différences qui soient telles. D'accord. Mais si les différences sont telles, souvent elles symbolisent le fait que l'atteinte n'est pas la même, que la peine, elle traduit en fait une atteinte. Donc il faut regarder quelle est derrière le texte la finalité recherchée. Dans le deepfake, la finalité, c'est d'aller réprimer l'utilisation d'un outil pour réaliser un montage à des fins malveillantes, en fait. Dans l'usurpation d'identité, la manœuvre est un petit peu différente. Voilà. D'accord, je vous remercie. Nous avons une autre question. Merci beaucoup pour l'intervention qui était intéressante. Je voulais juste savoir, parce qu'on a les dispositifs de l'IA Act, donc on se dit tant mieux, c'est génial, parce que là on pourra pouvoir avancer, mais quand je vous entends parler, je me dis finalement quand vous parlez de complexité avec cette classification IA haut risque, intermédiaire et IA faible, donc est-ce que c'est possible de mieux comprendre cette complexité dont vous parlez et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus compliqué finalement, alors que le dispositif est censé justement faciliter plutôt l'innovation et tout ce qui est innovation en termes d'IA. Pardon, c'est la question est un peu technique. Parce que comme il avait indiqué qu'il avait participé à la création, je peux vous répondre sur le... Moi, c'est par rapport à la complexité. Moi, je trouve que c'est assez clair. Il y a trois cas, vous l'avez résumé. Après, effectivement, on est en train d'apprendre, ça bouge, donc c'est pas toujours simple. J'imagine que c'est peut-être ça que vous vouliez indiquer quand vous parlez de complexité sur la... Moi, en prenant l'exemple des IA à haut risque, il y a un article qui, de mémoire, est l'article 6 de l'IA Act, qui prévoit 2 conditions cumulatives pour qu'un système soit considéré à haut risque. Et dans l'une de ces 2 conditions, on renvoie à d'autres dispositions, d'autres normes européennes, en fait. Et donc là, il faut aller chercher d'autres textes. Et
en allant faire l'essai pour la santé, on a 2 réglementations qui concernent la santé. Et voilà, et ça s'adjoint donc à une autre condition qui va être de soumettre à ce moment-là à un test de conformité l'outil. Bon, donc c'est cette gymnastique intellectuelle qui rend la chose pas forcément simple. S'y ajoute également le fait qu'il y a des exceptions, des choses qui pourraient être proscrites par nature. Je pense par exemple au système qui irait détecter des émotions, qui a priori sont des systèmes proscrits, mais qui, dans une annexe 3 de l'IAAC, deviennent autorisés à certaines fins, et typiquement sur l'aspect pénal, à des fins liées à la sécurité, vous pouvez avoir ce type d'outils qui sont utilisés. Donc c'est un texte qui a beaucoup d'intérêt dans sa façon de raisonner, parce qu'il raisonne en termes de risque, là où le RGPD raisonne en termes de droit. On n'est pas non plus sur une similarité vraiment du raisonnement. Il a effectivement l'intérêt de faire une classification pour guider un peu les usages, pour essayer de réglementer là où il n'y aurait pas de réglementation, de mettre en évidence des points qui risqueraient sinon de porter à discussion. Mais pour le comprendre, il ne s'autosuffit pas, en fait. Il s'articule avec beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a 10 jours à peu près, il y a eu des règles qui sont venues en explication des articles de l'IAACT, pas au niveau européen, pour venir préciser un peu certains points. Et ça avait déjà été le cas un peu avant. Ça n'en finit. Voilà, c'est balbutiant, c'est le début, et c'est normal d'ailleurs. Mais voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions via notre public en ligne aussi, peut-être côté nos collègues. Non, il y a une question. Attendez. Du coup, je vais me permettre de poser une question un petit peu ouverte, je pense. On a évoqué différents points, notamment sur les limites. Je pense plutôt de gouvernance, en tout cas dans l'application de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui en France, à partir des problématiques, notamment je pense aux problématiques le millefeuille administratif, les problématiques administratives qu'on connaît aujourd'hui en France, est-ce que ces problèmes-là ont freiné l'introduction de l'IA dans l'exécution des projets aujourd'hui en France? C'est une petite question comme ça, ouverte. Peut-être pour M. Bonnet, qui a beaucoup participé au rouage politique et public. La juriste globale, en fait. C'est dur, ça. Last but not the least. Oui, je peux laisser un peu la parole pour le coup, là. Enfin, je veux bien commencer d'un point de vue très précis là-dessus. Peut-être moins juridique, mais ouais, on a souvent cette critique en France, on surrégule, mais on n'innove pas et compagnie. Et encore une fois, moi je peux témoigner de l'inverse. On a plein d'innovateurs, on a plein de super bons ingénieurs, on a plein de... Le RGPD, au début, on entendait ce discours-là. Même au moment, quelques mois après, j'étais aux États-Unis, à San Francisco, lieu d'innovation, où on faisait des copier-coller du RGPD. On a besoin de fixer des règles. C'est pas simple, on le voit, ça change très vite, ces technologies. On l'a vu là avec l'IAACT, c'est pas parfait. Il y a des choses qu'il va falloir on va apprendre. La mise en exécution, elle est pas simple. Mais en même temps, si on fait pas ça, on va avoir des problèmes de confiance. Et je pense qu'il y a même la géopolitique des sujets d'IA, elle est hyper intéressante. On a un groupe, je vais dire très, très rapidement, mais les Américains qui, en ce moment, puis en plus on a vu avec les événements récents, qui sont en train de limite de déréguler pour donner une sorte d'avantage avec le principe que vous indiquez. Et ils sont en guerre économique avec la Chine. La Chine, c'est un peu la même chose. Ils vont essayer de donner un avantage à leur industrie, mais alors d'une façon un peu plus autoritaire. Et puis en Europe, on essaye de trouver un équilibre. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à long terme, on peut se différencier et on peut faire nos systèmes d'IA un peu de confiance, de qualité.
qui ont un impact sur nos libertés, peut-être plus faibles ou plus maîtrisés que nos acteurs, un impact sur... Parce que quand on parle d'IA, ça peut avoir des impacts sur notre démocratie, ça peut avoir des impacts sur notre santé, ça peut avoir... C'est des choses qui sont assez importantes. Donc je pense que c'est une posture qui est pas simple, mais qui est utile et importante pour développer une économie de l'innovation de confiance. Et voilà. Et il faut, c'est tout un travail, ça va prendre du temps, mais c'est utile. Au plan géopolitique, cibler un CHU, c'est pas neutre. On cible on revient aux OIV. Ouais. Oui, après, en termes, par exemple, chiffres, on voyait, je crois que c'était dans le slide de Loïc, des cyberattaques qui étaient avec 54% pour les hôpitaux et autres. Ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est que les attaques cyber sont de plus en plus ciblées. Donc ça, on peut le voir sur les données. On a quand même des données. On verra peut-être avec la gendarmerie nationale cet après-midi. Exactement. En fait, ce sont les secteurs les plus vulnérables. Donc pourquoi la santé est à 54% ? Parce que simplement en termes de système sécurité, ça n'est pas aussi développé que des grands groupes qui ont les moyens de développer leur système de sécurité. Ou justement d'un point de vue territorial, c'est comme ça qu'on travaillait avec la gendarmerie nationale là-dessus, avec un secteur où il y a beaucoup de petites PME qui n'ont pas les moyens de développer leur système comme ça l'est pour les grands groupes. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas perdre de vue ce point de vue, d'un point de vue santé, que c'est la vulnérabilité qui, quelque part, accroît ce phénomène d'attaques cyber et autres. On est tous concernés. Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que la menace se déplace vers des acteurs les moins matures, les PME, les collectivités, les hôpitaux, déjà depuis quelques années, et que c'est pas la cybersécurité, c'est pas juste l'histoire du DSI, de l'ingénieur informatique et compagnie. Ça nous concerne tous. Moi, ce qui me redonne de l'espoir par rapport à ce monde, c'est quand j'entends Loïc Duron, c'est ça je me dis, voilà, il faut. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes comme vous qui sont experts dans leur domaine de la santé et qui ont compris les enjeux de cyber. Et c'est ce que vous avez dit à la fin. Tout va passer par l'éducation. Et on est dans un lieu d'éducation. Et c'est extrêmement important de monter en niveau parce que la sécurité ne doit pas être réservé qu'à des très gros acteurs, ne peut pas être réservé qu'au CAC 40. Tout à fait, et voilà, 19% de notre tissu économique, c'est des PME. L'enjeu à venir, c'est de passer à l'échelle, c'est de rendre accessible la cybersécurité à tous. Quand on est dans la rue, on a le droit à la sécurité physique. Quand on est connecté, on a le droit à la cyber, qu'on soit riche ou pauvre. Et ça va passer par l'éducation, la compétence. Il faut qu'on forme massivement ces 60 000 postes non pourvus en France. Dernier chiffre de l'OCDE dans le domaine de la cyber. C'est 3,5 millions. Sensibilisation aussi. Voilà, sensibilisation, c'est tous ces enjeux. L'innovation, l'IA va nous permettre de rendre aussi plus efficient certaines détections, certaines réponses. Et voilà, ce passage à l'échelle, il est extrêmement important. Juste pour rebondir sur la question, il y avait cette question sur est-ce que le morcellement administratif, le millefeuille territorial était finalement un problème. Moi, je pense le contraire. Je pense précisément que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des territoires qui sont plus engagés que d'autres. On est dans une compétition des territoires au niveau international entre les pays, entre les régions, entre les grandes régions, entre les continents. Et aujourd'hui, ce sujet de la prise de conscience que la sécurité, c'est l'affaire de tous, vous venez de le dire, c'est pas uniquement l'affaire des grands spécialistes, sur le fait que c'est aujourd'hui dans les éléments les plus faibles, les maillons les plus faibles, que se déplace la menace la plus importante. C'est aussi intéressant de voir comment certains territoires ont pris conscience collectivement avec l'ensemble des acteurs, ce qu'on fait ici ce matin d'ailleurs, et je crois que ça peut devenir un élément compétitif. Nous qui faisons un métier où on fait ce qu'on appelle du marketing territorial, moi j'ai un produit à vendre. Le produit que je dois vendre, c'est le Val d'Oise. Il faut que je le vende pour le rendre le plus attractif possible, pour que des investissements fassent le choix, français et étrangers, de venir s'installer ici et de créer in fine des emplois. Si je suis en mesure,
quand je suis au Japon, comme j'y étais la semaine dernière, ou aux États-Unis, ou en Chine, il y a un mois, d'expliquer que dans un territoire comme le Val d'Oise, la prise de conscience de ces questions est intégrée dans la dynamique des acteurs du territoire, public et privé, quand je suis capable de parler de démarches autour des clouds souverains ou de ce qui se fait dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans les PME, PMI, dans des mesures de protection, etc., ça donne un élément compétitif. Et donc, in fine, c'est un élément différenciant. Il y aura au niveau international, c'est déjà le cas, des territoires qui seront plus matures sur ces questions. Et je crois que c'est là où on est rentré aussi dans une compétition mondiale sur ces questions de cybersécurité, dans la santé bien sûr comme dans d'autres domaines, et je pense que ça va devenir un vrai enjeu d'attractivité internationale, d'attractivité économique, de marketing territorial. Et encore une fois, nous, modestement, il faut être modeste, mais ici, il y a déjà une dizaine d'années qu'on s'était mis en ordre de marche des différents acteurs, partant du principe qu'encore une fois, vous l'avez dit, ce n'était pas l'affaire de spécialistes, mais il fallait diffuser le plus possible, et ça c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais, il faut diffuser cette culture de la sécurité, non pas pour empêcher, mais pour faire que le jour où les embêtements, je dis ça entre guillemets, arrivent, la capacité de rebond, de résilience soit la plus efficace possible. Un territoire dans lequel les acteurs ont intégré la notion du risque est déjà un territoire qui est plus mature et qui, le jour où les ennuis arriveront, parce qu'ils arriveront, le fait d'avoir préparé et anticipé permettra peut-être d'avoir une capacité de rebond et de retomber et d'arriver à en sortir du problème plus vite que d'autres. Voilà. Donc ça, c'est un élément de compétition et je crois que ça va devenir un vrai enjeu pour les territoires. Donc l'idée qui est un morcellement administratif, c'est plutôt le contraire. Je pense que ça peut inciter les régions, les départements, les agglomérations, les territoires, les États à prendre en considération ce thème comme une thématique sur laquelle ils doivent travailler tous, avec tous leurs acteurs, pour être dans cette compétition internationale. Merci beaucoup Jean-François. Merci beaucoup à tous nos intervenants.